Bonjour les amis, bonjour Paul. Eh bien les amis, nous avons aujourd'hui l'immense chance d'avoir avec nous Paul Pironnet, le numéro un de la PNL en France et un des piliers du développement personnel dans les pays francophones. Parce que quand je dis France, c'est limité. Paul va dans différents pays francophones. Je crois que tu y étais il n'y a pas longtemps ou que tu vas à La Réunion bientôt. Alors, Paul, eh bien, je te souhaite la bienvenue et je te remercie d'être ici avec nous. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Florent. Je suis très heureux de partager ce moment avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent ou voilà, qui nous regardent en ligne. Merci. Alors, d'avancer, eh bien, je souhaite saluer également nos nouveaux venus et les membres de la communauté de Paul. D'ores et déjà, bienvenue sur ce canal. Un petit rappel pour les nouveaux, vous avez sur ce canal trois types de formats. Tous les dimanches matins à 8h30, théoriquement, il y a quelque chose qui sort, soit une vidéo santé bien-être, soit un message de lumière qui porte une vision spirituelle sur les événements passés, présents, futurs. Et puis, depuis le mois de juin, nous avons un invité qui est un expert ou une experte dans un domaine ou qui a accompli quelque chose que j'aurais envie d'appeler extraordinaire et qui peut nous inspirer. Alors, aujourd'hui, nous avons l'immense chance d'accueillir Paul Pironnet, qui est quelqu'un que je connais bien pour avoir été son élève et que j'apprécie vraiment beaucoup. Autant pour ses compétences, qui sont bien sûr impressionnantes, que pour ses valeurs humaines. Voyez-vous, lorsqu'on voit quelqu'un comme ça qui va vous parler d'un sujet, on voit Paul, l'expert en PNL, en développement personnel. Mais je le connais personnellement et je dirais que ses valeurs humaines sont vraiment impressionnantes. Donc, merci Paul pour tout ce que tu es. Paul, c'est un écrivain. Il fait des conférences dans les pays francophones. Il parle de PNL, de développement personnel, parfois même maintenant de coaching, avant et maintenant. Je crois, mais tu vas te présenter toi-même. Je crois que tu es devenu très connu en France pour ton opération de sauvetage chez Renault il y a 25, 30 ans, je ne sais pas. Donc, ton intervention a été très remarquée et elle a fait beaucoup pour le groupe, apparemment. Donc, eh bien maintenant, on te retrouve à travers PPI, donc ton organisme de formation, qui est une véritable, qui est vraiment une énorme société de formation axée PNL, développement personnel, que je vous recommande. Paul, mieux que personne, tu vas te présenter, toi qui es un expert en communication, qui a inspiré, formé des grands noms comme David Laroche. Eh bien, je te passe le micro et c'est à toi. Eh bien, écoute, merci. Alors, d'abord, première chose, qui suis-je? Moi, je suis d'abord un être passionné du monde du développement humain. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, enfin, j'ai passé la barre des 60 ans. Et, euh, et depuis toute ma vie, je suis porté par l'évolution, la transformation humaine. Alors, je l'ai fait effectivement dans pas mal d'entreprises. Et puis après, j'ai commencé à rayonner de plus en plus auprès des particuliers. Moi, je vis de ce métier depuis l'âge de 23 ans. En fait, avant ça, j'ai fait quelques années de sauvetage en mer. Dès l'âge de 18 ans, je me suis spécialisé en sauvetage en mer. Et puis après, pour aller plus loin dans la gestion des équipes qui étaient parfois confrontées à des situations de stress importantes, parce que j'étais en plus spécialisé en sauvetage côte dangereuse. Et donc, du coup, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin dans la gestion de l'humain au milieu des situations un peu contraignantes, et même beaucoup contraignantes. Et donc, du coup, j'ai découvert là un monde incroyable, celui de l'humain dans toute sa dimension, puisque jusqu'à présent, moi, j'étais formé à des stratégies, à des comportements, comment souffler dans un mannequin, comment réagir face à un certain nombre de situations. Et puis, je me suis rendu compte que la dimension humaine, c'est-à-dire émotionnelle et relationnelle, eh ben, ça peut faire une énorme différence. Et donc, du coup, bah voilà, j'ai commencé par me former pour moi, d'abord par intérêt et par curiosité. Et puis après, de séminaire en séminaire, j'ai aussi rencontré beaucoup d'intervenants
Je fais toutes sortes de séminaires, des trucs un peu bizarres et puis des choses un peu plus structurées. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est au-delà la diversité des gens que j'ai pu rencontrer et du travail personnel, c'est-à-dire la découverte du monde humain, j'ai rencontré aussi des intervenants qui m'inspiraient beaucoup. Et du coup, bah, j'ai décidé d'aller plus loin et de me former pour moi-même aussi pouvoir animer des séminaires. Et j'ai commencé fin d'année 87, on va dire début 88. Et puis j'ai vraiment pris mon expansion à partir de 89-90. Et c'est l'année où j'ai rencontré Alain Quérol, avec qui j'ai Mhm. co-créé l'école de PNL. On est donc en 90 à Grenoble. On a co-développé ça pendant une dizaine d'années. Et en 80, donc de 90 à 2000, si ce n'est dans les années 96, à peu près 95, 96, puisque tu parlais de coaching, c'est là où on a développé notre première école de coaching qui s'appelait ICI, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, Institut de Coaching International, qui est maintenant à Genève, mais qu'on a co-développé, enfin que j'ai développé sur ma structure, mais on travaillait ensemble à partir de 96. Voilà, et puis en 2000, on a décidé de séparer nos activités. On est resté très, très amis, mais on a séparé nos activités. Moi, j'avais envie de revenir vers le monde de l'entreprise parce que, pour tout te raconter, c'est que quand j'ai commencé en 88 à peu près, et mais j'étais beaucoup dans le monde de l'entreprise, ce qui fait que le grand public, j'ai commencé à le toucher dans les années 90, 91 avec la PNL, mais c'était Alain Quérol qui venait. Et puis, moi, je me suis formé, peu à peu, j'ai repris des groupes derrière. Mais sinon, jusqu'en 95, j'étais énormément moi-même dans des activités en entreprise. Et c'est là notamment que j'ai beaucoup travaillé pour Renault et que j'ai eu cette fameuse opération dont tu parlais tout à l'heure. Et puis après, à partir de 96, j'ai fait un vrai choix d'arrêter des grosses actions que voilà, je gagnais assez bien ma vie dans le monde des entreprises, mais j'ai fait le choix de gagner un peu moins ma vie, mais de privilégier ce qui m'animait le plus, c'est-à-dire vraiment le développement de l'école de PNL à l'époque, et que j'ai donc étendu dans une dizaine de territoires en France. Et c'est à ce moment-là aussi qu'en parallèle, on a développé le coaching, qui c'était un peu le nouveau, hein, le coaching à l'époque, ce qui a beaucoup accéléré le développement, et j'ai envie de dire l'intérêt du développement personnel d'une manière très large. Parce qu'avant, on parlait plus de thérapie pour les professionnels. Et là, enfin, on parlait d'accompagnement, mais plus orienté sur de la performance que sur de la réparation, même si la réparation a toujours été présente, mais moins mise en avant. Et c'est comme ça que jusqu'en 2000, bah voilà, on a co-créé cette école de PNL et de coaching. Et puis après nos activités, lui, Alain Quérol a repris l'école de coaching. Moi, je suis reparti sur une deuxième entreprise qui s'appelait Cohésion Internationale, parce que je m'intéresse autant au développement individuel que collectif. J'ai même une passion très forte pour le collectif. Et donc, j'avais écrit mon premier livre en 96 suite justement à beaucoup d'expériences en entreprise sur la cohésion d'équipe. Et puis après, bah, j'ai développé une entité qui s'appelait Cohésion Internationale. À ce moment-là, je suis allé m'installer à Genève. Je me suis même marié sur Genève. Et puis, dans les années 2000, bah, j'ai co-développé, enfin d'abord seul et puis après avec d'autres, Cohésion Internationale jusqu'en 2010. Voilà. Et puis, on a commencé, enfin moi, j'étais sur Genève, mais après, ça s'est déployé sur Lyon. Et puis en 2010, ce qui s'est produit, c'est que j'étais plus tout à fait en phase avec mes partenaires. Et du coup, puisque j'ai eu des associés sur les fins d'année, enfin, on va dire 2009, 2008, 2009, 2010. Et puis du coup, je me suis retiré avec deux de mes salariés pour co-créer Paul Pironet Institut. Voilà, et Mhm. depuis 2010, en fait, voilà, je vogue sous l'identité de Paul Pironet Institut, qui est donc toujours basé à Lyon et voilà, qu'on développe ensemble. Voilà, il y a eu un autre gros virage en 2020 avec le Covid, puisqu'on a beaucoup développé des formations en ligne. Donc aujourd'hui, eh ben, on transforme la vie de très nombreuses personnes voilà, qui viennent à titre individuel et à titre professionnel, notamment à travers la PNL, mais on a aussi un axe de sensibilisation au coaching, et puis de coaching individuel et d'équipe, et puis de formation aussi. Je forme pas mal de professionnels de la formation. Je crois même que tu es venu, non? Peut-être en formation de Oui, formateur. oui, oui. Enfin J'ai voilà, ça c'est pour le parcours un peu pro. Et puis sinon, bah, à côté de ça, moi je suis un passionné de la vie. Voilà, j'ai la chance de vivre d'un métier qui m'anime toujours autant et qui me conduit à la fois par, je veux dire,
en permanence dans cette quête d'évolution et de transformation de l'humain. C'est un puits infini de ressources, hein, l'être humain. Et moi, ce qui me passionne, c'est à la fois la diversité des gens que je rencontre, les différents lieux où j'ai l'occasion de me rendre, même si aujourd'hui, nos pôles de formation sont principalement à Lyon, à Paris, et puis l'été, on a une grosse université d'été en montagne, dans les Alpes, un petit village qui s'appelle Pralognan-la-Vanoise. Et voilà, et donc tout ça, voilà, ça occupe bien ma vie. Voilà. Puis à côté de ça, bah, je profite de la vie, je voyage, j'ai beaucoup d'amis. Voilà. Bref, la vie. Dis-nous, Paul, qu'est-ce que c'est la PNL? Alors la PNL, c'est un ensemble d'outils qui s'acquièrent et qui, au fond, nous permettent de découvrir à la fois comment fonctionne notre cerveau et notre relation au monde à travers la perception qu'on a des choses, nos systèmes de croyances, mais aussi notre manière de gérer nos émotions et la manière dont nos émotions bah, influencent notre vie tous les jours. Voilà, c'est la dimension plus émotionnelle. Et puis on a des deux, hein, c'est-à-dire du mental et d'émotionnel, et ben, des comportements qui en découlent. Donc c'est des attitudes qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, du monde, notamment à travers la communication. Donc la PNL a pour ambition bah, d'élever le niveau de bien-être de la personne et en même temps de l'aider à acquérir, on pourrait dire, tout un ensemble de principes, de techniques pour évoluer davantage vers ce à quoi elle aspire. Tu pourrais nous donner un exemple de ce que peut faire la PNL et surtout comment ça se passe en fait? Par exemple, Oui, si je vais voir un PNListe, comment ça se passe? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un métier? Qu'est-ce que c'est ce truc-là, la PNL? alors, Bon, la PNL, encore une fois, c'est un ensemble d'outils qu'on va pouvoir ensuite intégrer dans plein de domaines, hein, sa vie personnelle, etc. Mais comme ça touche beaucoup le développement humain, bah, beaucoup de professionnels viennent se former, que ce soit des thérapeutes, des coachs, des formateurs, et puis il y a ceux qui, après, utilisent réellement, bah, s'enrichissent en tout cas des outils de PNL pour faire mieux ce qu'ils font déjà bien. C'est-à-dire, on peut être un médecin et intégrer la PNL pour mieux interagir avec soi et avec son environnement, y compris ses patients. On peut être manager aussi, même chose, pour mieux interagir avec ses équipes. On peut être un dirigeant pour mieux diriger. Évidemment soi-même, mais aussi son staff, ses équipes, et puis toutes les interactions qu'on peut avoir dans la vie. Voilà, donc la PNL, ça sert à tout ça. Donc c'est d'abord des outils. Alors en gros, pour faire très simple, ça s'appuie sur quelques grands piliers. Le premier, c'est l'ouverture à notre système de valeurs, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qui est important pour nous? Donc on a des besoins fondamentaux, besoin de manger, de boire, de dormir, de gagner de l'argent. On a des besoins évidemment émotionnel, de relations, d'interaction avec les autres. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est en confort? Est-ce qu'on n'est pas en confort avec les autres? On a des besoins d'élever aussi sa connaissance, sa compréhension de soi, des autres, du monde. On a besoin aussi, on a des besoins spirituels, besoin de se situer, de trouver du sens à sa vie, donc plus de cohérence entre ce qui nous anime profondément et ce à quoi on a envie de contribuer de manière large dans la vie. Et puis, on a aussi besoin d'avoir des rêves, d'avoir des projets, d'avoir des ambitions pour soi, pour sa famille, pour son entreprise, pour le monde. Donc, autour de l'ensemble de ces dimensions, eh bien, on va dire que la vie, elle est parfois, elle nous porte, et puis parfois, elle nous freine, hein. C'est-à-dire, c'est un peu comme en vélo. Parfois, on a le vent dans le dos, et puis parfois, on a un vent de face. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de repérer avec la PNL quelles sont les modalités qui vont faire qu'on va devenir plus acteur ou qu'au contraire, on va subir la vie. Donc, pour par que ce soit exemple, simple, euh, donne-moi un exemple. oui, je vais te donner un exemple. Bah, par exemple, par exemple, je suis en vélo, hein, si je suis en vélo et que j'ai du plaisir à faire du vélo, mais qu'il y a un gros vent de face, et ben le vent de face, c'est pas quelque chose que j'ai choisi et je peux le subir et même me dire bon bah c'est pas le jour d'aller faire du vélo, j'arrête, etc. Ou parce que je suis porté par des valeurs et un projet fort, par exemple d'aller faire de la compétition, et ben je vais face à cette même contrainte trouver un sens différent. Et là, pour le coup, bah, avoir envie de pédaler contre le vent parce que c'est l'occasion pour moi bah, de développer des ressources, d'apprendre, de m'entraîner en vue évidemment d'un objectif. Donc tout ça pour dire que la vie, elle est faite de beaucoup de contraintes, mais ce qui est très intéressant, c'est quand un être humain est animé profondément par ce qui le porte, a en plus une vision à peu près claire de ce vers quoi il a envie d'aller. Donc ça peut être des rêves, des projets,
des objectifs, etc., il a donc un sens cette fois-ci en termes de direction, eh bien, on va s'apercevoir que ça va lui donner beaucoup d'énergie. Et là, on retrouve la dimension neuro-émotionnelle. Et donc, retrouver des ressources pour avancer, pour croire, pour se développer. Et à partir de là, on va l'aider aussi à interagir avec l'environnement de manière plus constructive parce que l'environnement, il n'est pas toujours d'accord. Donc, la PNL, c'est au fond tout un ensemble d'outils qui va me permettre de mieux interagir dans ma vie de tous les jours, ma vie perso, sociale, affective, avec ma famille, avec toute la société et bien sûr dans ma vie professionnelle, bien sûr. Voilà, pour mieux interagir avec les situations et au fond aller chercher le meilleur de moi-même ou en accueillant parfois le moins bon pour le transformer voilà, en lumière. Moi, on m'a souvent défini un peu comme un allumeur de réverbère parce que je trouve que l'être humain, il est fait de ces deux polarités qui ont toutes les deux leur place. C'est à la fois des zones d'ombre, des zones de souffrance, des zones d'insécurité, des zones de colère, des zones voilà, de tristesse, etc. Et à travers ces zones, eh ben, de découvrir que derrière toutes ces frustrations, ben, il y a des importants qui sont là et qu'au fond, on peut se reconnecter au sens profond. Je peux, par exemple, être très triste parce que j'ai perdu un proche. Et ça m'est évidemment arrivé. Et au fond de cette tristesse, eh ben, réaliser à quel point j'ai un besoin de lien, ou en tout cas j'ai apprécié le lien que j'avais, ou l'amour que j'avais pour cette personne, ou pour ce lieu, pour cette situation. Et du coup, d'être reconnecté, non pas seulement à la souffrance, mais à la lumière qui est derrière. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment une transformation possible incroyable, pas dans forcément la transformation de l'environnement, mais dans la transformation de la manière dont on vit finalement avec son environnement. Que ce soit bah, des difficultés liées à la santé, liées à des relations affectives, liées à des incompréhensions qu'on peut avoir, à des pertes de sens profonds, etc. Et ben, comment retrouver justement le pouvoir d'agir et de construire plutôt que de détruire. Ce que tu nous dis, c'est que, si tu permets, c'est que le plus important, en fait, ce ne sont pas les contraintes extérieures, mais c'est davantage ce qu'on se raconte à l'intérieur. C'est ça? Absolument. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux qui vont jouer face à une contrainte. C'est la manière dont je perçois les choses, la manière dont je les vis et la manière dont je vais réagir. Je vais te donner un exemple. Euh, on est à l'époque du Covid, j'en ai plein, mais celui-là, il m'avait marqué, euh, où pour la première fois, je vais décider de faire des courses, tu vois, et je me retrouve sur un immense parking devant un immense magasin. Il n'y a pas grand monde, il fait très très beau, et c'est la première fois que je dois mettre un masque, tu vois. Et donc je sors de ma voiture, je prends pour la première fois un masque, il fait très très beau, on est en Savoie, tu vois, je pose le truc, et je trouve ça tellement incongru. En plus, je commence à voir les gens parce qu'il fallait faire la queue, tu sais, devant le magasin à l'époque. Je trouve ça tellement incongru, je me dis non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'en arrive à faire demi-tour, à prendre ma voiture et à repartir. Et après deux ronds-points, je me dis, mais qui est le patron? C'est une phrase pour moi qui veut dire, Polo, qui décide la manière dont tu vis les choses, en fait. Et du coup, je me dis, mais allez, je vais reprendre les choses dans l'autre sens et je reviens évidemment sur le parking. Et là, je prends une décision qui est d'abord de vivre les choses différemment, c'est-à-dire d'accepter de mettre un masque et me dire, tiens, mais c'est curieux, mais c'est l'occasion au moins de vivre une expérience nouvelle. Voilà. Alors, c'est très, très bizarre, mais tiens. Et puis, du coup, de décider d'être heureux. Donc, changement de perception, changement de sentiment, changement de comportement. Et alors, ce qui est plus drôle, c'est que du coup, je marche, la queue s'était évidemment allongée, et comme il y avait un angle que je n'avais pas vu derrière l'angle du bâtiment, et je m'aperçois que la queue, elle est encore beaucoup plus longue de l'autre côté. Il y avait des gens d'ailleurs qui se précipitaient. Moi, je disais, attends, Polo, t'as le temps, c'est cool, respire, laisse donc les gens qui ont l'air pressés passer devant. Et puis, je me retrouve dans la queue. Et puis, je voyais tous les gens qui râlaient un petit peu. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément très heureux de la manière dont ça se passait. Et là, simplement de rester focalisé sur moi et le choix que je vais faire de ce moment, un moment extraordinaire, en fait. Et tu vois, c'est drôle parce que même après plusieurs années, eh bien, que je me reconnecte à ça, d'abord, je me suis retrouvé beaucoup plus rapidement que je l'avais imaginé au départ dans le magasin. Et là, je vois tout ce magasin que j'avais jamais vu si vide, enfin, en tout cas à cette période, parce qu'il fallait pas être trop proche. Et je pensais à tous ces gens qui avaient mis ces boîtes, ces linéaires. Je me dis, mais quelle abondance! Euh, ouais, il y avait encore des gens qui travaillaient à la caisse pour m'attendre. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est fou, j'ai une abondance de dingue là. Et j'ai vécu en fait l'expérience d'une manière complètement différente que si je m'étais allé.
laissés dans l'ancien schéma. Alors tout ça, c'est un petit exemple, mais reproduit dans plein de situations, ben, ça nous fait une vie complètement différente en fait, des relations complètement différentes et une façon aussi d'aborder le monde de manière complètement différente. Merci, c'est vraiment un témoignage très inspirant. Dis donc, si on adaptait ce témoignage à ce qu'on vit actuellement, je Oui, parle de la France. Je suppose que tu es au courant bien de ces sûr. valses politiques, sans faire de jeu de mots avec de ce mouvement politique et de ce qui se passe, cette baisse du pouvoir d'achat, la morosité ce qui s'abat dans beaucoup de familles. Voilà, les gens travaillent, Alors, mais voilà. Donc, qu'est-ce que tu proposerais avec toute ta connaissance de PNL? Peut-être aussi de nous parler des prérequis de la PNL qui peuvent être inspirants pour certains. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? alors, c'est intéressant parce que la variété des contextes dans lesquels j'ai l'occasion de me rendre, que ce soit dans le monde entrepreneurial, que ce soit dans le monde social, parfois un peu dans le monde politique, bah, je me rends compte qu'il y a vraiment deux polarités. La première, d'un côté, on a des jeunes, notamment des étudiants, qui sont sous pression incroyable, etc. Et puis de l'autre côté, on a des étudiants qui, au contraire, vont se dire, bon, bah, face à ça, qu'est-ce que moi je décide? Et tu vois, le point central, il est dans la manière dont je perçois, dont je vis et dont je réagis aux événements. C'est très important de prendre en compte ça. Et pour éclairer ceux qui nous écoutent, moi je dirais qu'il y a on pourrait dire quelques indicateurs, un peu comme tu sais, des voyants rouges ou des voyants verts. Et pour moi, le premier voyant rouge, c'est évidemment le rejet de la problématique sur le monde extérieur. Ah oui, mais c'est politique. Ah oui, mais c'est ceci. Ah oui, c'est cela. Mais oui, le prix monte, le prix d'essence monte à la pompe, etc., etc. Donc ça, c'est un premier rejet. Alors que ceux qui prennent en compte leur vie ne cherchent pas des sources, on pourrait dire, à dévaloriser ou à rejeter la faute. Ils se disent, mais bon, face à ça, qu'est-ce que moi je peux faire? Tu vois. Et ça nous amène à deux autres indicateurs. Alors, si je suis dans le rejet, très souvent, derrière ce qui arrive, c'est la critique. Alors, si ce n'est des autres, c'est de moi-même, ou parfois des deux, c'est souvent même des deux, tu vois. Et ça va entraîner des postures inconscientes, on pourrait dire, ou neuro-émotionnelles, on va dire, de victimisation. Tu vois. Et ça crée des habitudes qui vont générer beaucoup de pertes de temps, d'énergie, de gains, de santé, de relations, etc. Parce qu'on rentre dans des stratégies, malheureusement, qui sont basées sur la fuite et sur l'attaque. Et donc, du coup, on passe son temps à critiquer, on n'est pas heureux, on n'est pas bien. Et qu'est-ce qui se passe neuropsychologiquement parlant? Ben, c'est que quand il y a des contraintes qui arrivent, un, on ne se sent pas aimé par la vie, le monde, etc. Et de l'autre côté, on trouve que le monde est très injuste. Tu vois. Et donc, on va réagir avec ça. Et on finit par réagir euh, voilà, et trouver même toutes les sources possibles pour justement devenir un rebelle et réagir et pourquoi pas détruire, etc. Donc ça, c'est pour moi les alertes rouges. Mais de l'autre côté, on a des alertes vertes et qui sont, bah, je reprends ma responsabilité, j'accueille ce qui arrive, tu vois. Et ça demande du courage. Alors que la critique demande aucune once de responsabilité ou de courage. Par contre, la responsabilité, ça entraîne une faculté de courage parce que c'est le moment où je vais me dire, bon, OK, il y a des soucis, mais qu'est-ce que moi je peux faire par à ça? Qu'est-ce qui est important à mes yeux? Et au fond, où est-ce que j'ai envie d'aller? C'est quoi mes objectifs? Et à partir de là, comment je peux mobiliser mon énergie, interagir et co-construire avec mon environnement? Ce qui donne des choses beaucoup bien différentes. Tu vois? Et pour moi, le deuxième, au lieu d'être dans la critique, on va être dans l'accueil, la considération, la reconnaissance, etc., voire même la bénédiction de certaines situations. Ce qui, au lieu de nous entraîner du coup dans la victimisation, nous entraîne dans une forme de puissance, de leadership, tu vois, de capacité à reconnaître qu'on a en nous des ressources pour avancer. Et ce, dans tous les domaines, hein, que ce soit vis-à-vis de la santé, des relations, l'amour, du sport, du travail, etc. Et du coup, on développe des habitudes qui sont assez différentes. Et tu vois, le gap qu'il y a entre passer d'un monde, on pourrait dire un peu rouge, un peu difficile, un peu contraignant, etc., à celui de l'autre, il est de plus en plus rapide dans notre société. C'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus d'extrêmes, on verra de plus en plus de violence, mais on verra de plus en plus de transformation. Tu vois, pour donner un autre concept, contexte, pardon, dans lequel je me rends assez souvent, c'est le milieu de l'entrepreneuriat.
Et c'est dingue de voir dans des groupes d'entrepreneuriat des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans et qui sont déjà des gars qui ont développé leur, ou des femmes hein, qui ont développé des sociétés voilà, qui ont des accélérations de développement qui sont incroyables et qu'on n'aurait jamais pu voir il y a encore 10 ans. Je connais plusieurs jeunes, moi, ils ont 25 ans, je discutais avec eux, ils étaient trois là, ils avaient déjà tous acheté deux ou trois immeubles, etc. Et pourtant, c'est pas des jeunes qui sortent de familles enrichies, mais c'est des jeunes qui ont appris à investir, qui ont appris à monter des dossiers, qui ont appris, voilà. Donc, ils se sont éduqués. Malheureusement, l'éducation nationale ne nous pousse pas beaucoup là-dedans, mais si on recherche un peu sur Internet, qu'on est un peu responsable, il y a des tas de formations qui existent, il y a plein de gens qui peuvent nous accompagner, donc il y a une richesse très grande à partir du moment où on décide, j'ai bien dit, on décide, un, de définir qu'on a envie de s'en sortir, qu'on a envie de bouger, qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie d'apprendre aussi, et qu'on va faire de la contrainte qui arrive une occasion pour nous de grandir. Et c'est ça tout l'enjeu. C'est est-ce que je subis le truc ou est-ce que je fais quelque chose pour grandir? Et finalement, la vie, toute la vie nous a toujours amenés dans cette quête. Après 9 mois voilà, dans le ventre de maman, il y a eu des grosses contractions et il a fallu naître. Et naître, c'était un acte extrêmement compliqué. On ne pourrait pas survivre aujourd'hui à ce que vient un petit bout de chou qui est en train de naître. Et puis après, c'était pas tout. Il a fallu apprendre à marcher. On est tombé 2500 fois. Il a fallu apprendre à parler, à se faire comprendre. Enfin, c'était une galère de dingue. Donc, j'ai envie de dire, le plus dur est derrière. Mais ce qui est intéressant, Et puis les dents. Mm. et les dents devant, et ce qui est intéressant, c'est que bah, on s'est forgé. C'est comme ça qu'on a grandi. Et c'est incroyable tout ce qu'on a transformé. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que je peux encore transformer aujourd'hui dans ma vie? Mais pour ça, ça suppose d'éclairer quelques bonnes questions. Et c'est pas pourquoi j'avance pas, c'est qu'est-ce que je veux, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me motive vraiment, tu vois? Ça, c'est des questions qui nous intéressent beaucoup en PNL, euh, d'amener les gens à reprendre leurs responsabilités, quel que soit le domaine dans lequel ils ont envie d'évoluer. Et c'est ce que moi j'aime dans les groupes, c'est de voir à quel point les gens se transforment en l'espace de 3 jours, de 6 jours, de 10 jours, dans la prise de conscience en fait que tout commence par eux. Et j'ai envie de dire à celui qui nous écoute, tout commence par toi, que tu le veuilles ou non, tout commence par toi. Tout commence par toi. Tout. Ta manière de voir le monde, ta manière de le vivre, ta manière de le ressentir, ta manière de réagir, tout commence par toi. Le jour où tu prends conscience de ça, après, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et au fond, est-ce que tu es prêt à mobiliser l'énergie, à trouver des personnes qui peuvent t'aider? Si moi j'ai envie de progresser dans le domaine de la santé, bah, par exemple, je peux faire appel à toi parce que tu as une grosse expérience. Donc, un, est-ce que j'ai envie? Deux, est-ce que je veux progresser? Trois, est-ce que je peux accepter l'idée, voilà, de dire qu'il y a autour de moi des gens qui peuvent m'apprendre, que je peux modéliser. Il y a tellement de gens qui ont tellement de possibilités. Et donc, du coup, bah, de décider d'apprendre et de grandir. Et ça va nous faire passer, ça va nous faire permettre d'upgrader en quelque sorte notre style de vie, notre fonctionnement et d'aller vers plus de santé, vers plus d'aisance économique, vers plus d'aisance relationnelle, émotionnelle, professionnelle, etc., etc. Mais tout ça, ça commence par une chose, la prise de responsabilité. Tu nous as parlé c'est un mot que tu as appuyé, et de modéliser. C'est un grand concept de la PNL, modéliser. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment on fait pour modéliser si on veut avancer tout en utilisant cet outil, ce levier? Alors, moi, il y a quelques questions fondamentales à ceux qui nous écoutent sur lesquelles on peut revenir en permanence. La première chose, c'est qu'est-ce qui est important? Voilà, par exemple, qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans ma vie? S'il y avait un truc à faire bouger, c'est un peu comme si je refaisais mon appartement et je me dis, bon, c'est quoi la pièce la plus importante pour moi que sur laquelle j'ai envie de commencer, soit à ranger, soit à réorganiser, etc. Ensuite, je me dis, si c'était mieux, comment je vois les choses? Comment je vois cet appart? Comment je vois ma vie? Comment je vois mes relations? Comment je vois ma santé? Comment je vois économiquement? Le mieux, ce serait quoi? Et éventuellement, je regarde autour de moi, il y a plein de modèles sur lesquels je peux m'inspirer. Tu vois, on est au début de la modélisation. Donc ça, c'est pour définir ce que je veux. Ensuite, est-ce que je suis prêt à y mettre l'énergie? Parce que ça aussi, c'est une décision en termes de temps, d'énergie, d'argent. Alors, parfois, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai de l'énergie. Moi, quand je me suis formé, j'avais assez peu d'argent. Et quand j'ai commencé à me former, bah, les stages coûtaient. Moi, le premier séminaire que j'ai fait, il coûtait 2500 balles. Moi, à l'époque, j'étais encore en armée. Je touchais 400 francs. 400 francs pour 2500 francs, tu vois.
En une semaine, 400 francs, ça veut dire que ça faisait 6 mois de revenus en une semaine. Je pense bien que ma tête, voilà. Mais j'étais tellement animé que j'y suis allé. Et puis après, quand j'ai voulu continuer à me former, ben, je n'avais pas l'argent. Donc, il a fallu que je bosse. Donc, je suis allé bosser en intérim à droite, à gauche. Tu ne peux pas imaginer les boulots que j'ai faits. Et, mais j'étais heureux. Pas parce que j'étais dans les contraintes, mais parce que je poursuivais un rêve, une intention. Et c'est ça qui rend heureux. C'est pas de réussir. Ce qui rend heureux, c'est de sentir qu'on avance dans une direction qui va vers notre réussite, à la fois fonctionnelle, donc à travers des résultats, et à la fois on grandit parce qu'on s'épanouit en fait, on s'épanouit. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas le confort qui nous rend heureux. Ce qui nous rend heureux, c'est d'être allumé par un important et un objectif. Donc si je reviens sur mon appartement, quelle est la pièce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de la voir? Qui pourrait m'aider là-dessus? Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse une fois que je sais où je veux aller? Comment je peux faire ça? Donc là, il faut que je pose des questions et que j'intègre des savoir-faire. Il faut que j'apprenne. Alors, soit je le fais moi, soit je délègue, mais en tout cas, je peux apprendre. Il y a tas de choses que je peux apprendre. La cuisine, je peux l'apprendre. Le sport, je peux l'apprendre. La musculation, je peux l'apprendre. À gagner de l'argent, investir dans l'immobilier, je peux l'apprendre. Je peux tout apprendre aujourd'hui. En plus, on a accès à une donnée incroyable aujourd'hui avec Internet. On peut tout apprendre. Posez n'importe quelle question avec ChatGPT, il vous explique comment faire. Mais apprendre les stratégies, c'est une chose. Et pour pousser plus loin sur la modélisation, la question que je me dis, c'est qu'une fois que j'ai le comment, quoi faire, comment le faire, moi je dis toujours avec qui j'ai envie de le faire. Qui peut m'apprendre à faire ça? Et là, ce qu'on appelle vraiment la modélisation, c'est d'aller repérer là où les personnes qui, à nos yeux, sont des super exemples, ce qu'on va appeler nous des mentors. Si moi, demain, j'ai envie de me former à la manière, je sais pas moi, de mieux m'alimenter, ben, je vais prendre quelqu'un dont je vois qu'il m'inspire dans sa manière de le faire, de le vivre, de l'enseigner, etc. Voilà. Et puis du coup, je vais apprendre. Et puis avec cette personne, peut-être que demain, j'aurai une autre personne qui va m'inspirer plus. Et je passerai près d'une autre personne. Mais c'est comme ça que je vais grandir. Et plus je vais trouver des personnes qui sont capables de m'apprendre, si demain je vais apprendre la cuisine à haut niveau, bah, je vais dans une belle école, je vais chez Bocuse, je sais pas où. Tu vois. Si demain je veux être un avocat puissant, bah, il faut que je m'entoure et que j'aille à la rencontre des avocats qui m'inspirent. Si demain je veux faire de la médecine au niveau, bah, au-delà de la formation, il faut que je m'inspire des médecins qui m'ont inspiré. Alors l'inspiration, on peut la trouver partout, et c'est ça que je trouve particulièrement nourrissant, et c'est ça la modélisation, c'est de repérer autour de soi des modèles qui nous inspirent, et ensuite d'apprendre de ces personnes. Excellent. Donc, tu nous dis que la modélisation, c'est vraiment un grand facteur de réussite intérieure et extérieure. Et qu'est-ce que tu vois comme autre pilier de cette vie réussie? Alors, c'est l'acceptation que la vie, elle est faite d'ombre et de lumière, et que quand je vais commencer à avancer dans une direction, je vais avoir des hauts et je vais avoir des bas. Et qu'au fond, les bas, ce qu'on vit un peu comme des échecs parfois, c'est euh, On t'avait qui, perdu qui deux avance comme minutes. ça. On va en profiter pour brancher mon truc. On t'a perdu 2 petites minutes. Ouais, Tu m'entends là? voilà. Ouais, ça y C'est est. bon? Mhm. Vas-y, c'est passionnant. Alors, ce que je disais, c'est que j'ai vu une vidéo comme ça où on voit deux billes qui avancent, comme ça, et il y a une bille qui va tout droit, elle est à plat, et il y a une bille qui fait ça. Elle descend, puis elle monte, puis elle descend, puis elle monte, puis elle descend, puis elle monte. OK? Tu me Mhm. suis? À ton Ouais, ouais. avis, dans les deux billes, laquelle arrive la première? Celle qui va Celle tout qui monte et droit, descend, celle qui monte et descend. bien sûr. Et pour ça, pourquoi? Parce que les creux sont des vecteurs d'accélération qu'il nous faut monter, et etc. Et etc. Et donc, la vie, elle est faite de creux, de hauts et de bas. Et la vraie question, c'est quand je tombe, c'est ma capacité à me relever. Et c'est ça qui est Mhm. intéressant, parce que c'est à ce moment-là qu'on se forge. C'est un peu comme un Mhm. enfant, il apprend quand il se relève, quand il se redresse. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Tu sais qu'on s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui marchent plus vite que les autres. Donc, il y a des études qui ont dit, tiens, qu'est-ce qui fait qu'il y a des enfants qui marchent plus vite que les autres? Ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que l'enfant, quand il tombe et que sa maman le regarde, si elle le laisse faire et qu'elle lui montre de la fierté au moment où il se redresse, lui, il se prend une décharge d'adrénaline et de reconnaissance qui est très forte.
Au moment où il se relève, il voit l'admiration dans les yeux de papa ou de maman. Et ça, c'est un accélérateur considérable. On s'est aperçu que les enfants qui étaient soutenus dans leur capacité à se redresser développaient dans la vie des facultés beaucoup plus grandes à faire face aux échecs. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a un espèce de tracé en arrière-plan qui consiste à accepter l'échec, accepter l'erreur, pour pouvoir en faire un événement de croissance. Et c'est ça que derrière la modélisation, si tu me dis il y avait un autre pilier, bah, c'est accepter que quand on va avancer, quand on va aller de l'avant, quelle que soit la direction, bah, il y a des fois on va être dans la bonne direction et il y a des fois on va se prendre des murs, des arbres, on va sortir du... Voilà. Et quand on se prend des arbres ou quand on sort un peu du décor, bah, l'intérêt c'est de prendre en compte ce feedback pour apprendre et continuer d'avancer. Et donc, j'ai envie de dire que le seul échec, c'est d'arrêter. Voilà. Mais tant qu'on avance et qu'on tire des enseignements de ce qui nous arrive, eh bien, on apprend. On apprend, on se développe. Et que autant le faire dans un domaine, évidemment, qui nous anime parce que c'est. Voilà. Et que la réussite, ce n'est pas une gare d'arrivée, en fait. La réussite, c'est une dynamique de croissance. Voilà ce que je dirais. Donc, et pour accuser ou pour encaisser ou pour oser cette progression constante, un, valorisons les petits pas, et deux, célébrons chaque petit pas. Voilà, en acceptant Mhm. l'idée que bah, si ça ne marche pas, on peut faire autrement. On peut apprendre et avancer, progresser. Voilà, de ne pas arrêter. Et je pense que la réussite, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble d'actions orientées dans la même direction. Voilà ce que je pourrais te rajouter comme pilier Tu important. vois, Donc, je mets dans merci. l'apprentissage et par conséquent dans la relation que j'ai au monde, parce que au fond, cet apprentissage, il est directement lié à ce que je fais des situations qui m'arrivent et par conséquent à la manière dont je communique avec ces situations. Est-ce que je suis dans le rejet, dans la fuite, dans l'accueil et la transformation, tu vois? Et pour moi, Mhm. le manque de communication, la difficulté à communiquer, eh ben, elle va m'entraîner dans soit le retrait, soit l'agression. Et au fond, l'agression, ce n'est qu'un handicap de la relation. Et malheureusement, c'est un handicap considérable pour évoluer. On a pu se faire des guerres et des guerres et des guerres et des guerres. Tant qu'on a fait la guerre, on n'a absolument pas avancé. On n'a fait que détruire, 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 détruire. Les choses ont commencé quand on a commencé à se réécouter, à se prendre en compte dans nos différences et à trouver des solutions ensemble autour des valeurs, autour des projets et autour des règles du jeu qu'on peut construire ensemble. Donc, à partir du moment où on se fait la guerre, on se rejette, on se critique, on est dans des stratégies, pour moi, de fuite ou d'attaque et par conséquent de destruction. Et la destruction, elle a autant sa place dans le monde que la construction. C'est comme les saisons, on a le printemps, l'été, après on a l'automne. L'automne, c'est quand on se laisse un peu aller, et l'hiver, quand l'ancien est là parce qu'il ne fonctionne plus, est là pour disparaître. Et puis la renaissance, si tu veux, toi qui adore la nature, les plantes et tout ça, je pense que ça te parle bien. La renaissance avec le printemps, où on va trouver évidemment sa sève à l'intérieur, hein, parce que tout commence de l'intérieur, pour revenir encore là-dessus, sur l'essence des choses, le sens profond de ce qui nous anime, qui est d'abord interne, et puis après, peu à peu, bah, ça pousse vers le monde extérieur, et après, ça se transforme évidemment. Ça prend du volume, ça fait des fleurs, ça fait des fruits, ça alimente l'environnement. Et puis une fois que ça a fait ses fruits, eh ben, l'automne arrive, les feuilles tombent, l'énergie repart. Voilà, donc on retombe dans nos habitudes. C'est de nouveau un déclin. Et puis l'hiver arrive et on va laisser tomber les feuilles, les machins, tout va disparaître pour ne laisser germer que bah, la nouvelle graine, la nouvelle essence pour une nouvelle saison. Je pense que la vie, c'est un peu ça. On peut le vivre d'ailleurs cette saison en quelques secondes. Voilà, on peut tout d'un coup se réallumer, se rebrancher, laisser tomber, se déprimer et puis voilà, repartir. Et que c'est vraiment dans cet effet de relation, d'interaction avec le monde que je peux accentuer on pourrait dire, cette croissance autour de ces étapes, tu vois. Euh, si j'avais un petit dessin à faire très simple, tu vois, je te mettrais en haut à droite le fun, la vie fun. Quand ma vie est fun, que ce soit à travers le fait d'être à la montagne tranquille, perdu dans ma maison, etc., ou que ce soit dans une entreprise, que ce soit en faisant du sport, que ce soit n'importe où, ma vie, elle est fun parce que elle poursuit un objectif qui est en lien avec ce que j'aspire.
ça nourrit des valeurs et je fais des choses par conséquent qui sont positives. Donc, bah, je suis dans un cadre de vie qui est fun parce que voilà, je fais des choses qui poursuivent un objectif que j'aime bien et qui nourrissent des valeurs. Et puis après, on a un deuxième temps, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour, si on passe 3 mois à faire la même chose, eh ben, on va tomber après dans l'automne. L'automne, bah, c'est l'habitude de faire toujours de la même chose, on perd un peu l'objectif, et puis là, bah, l'essence des choses tombe, il y a un déclin de la motivation, on s'enferme un peu dans les habitudes, jusqu'au moment où on se dit, mais bon, qu'est-ce que je fais là en fait? Ok, c'était super d'aller manger chez Belle-Maman tous les week-ends, mais là, bon, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire autre chose, tu vois? Et donc là, c'est la phase d'hiver, et c'est quoi? C'est des moments où on a des contraintes qui arrivent, des frustrations, qui nous invitent en fait à la transformation. Et donc, de cette transformation, en écoutant ces frustrations, on peut aller faire émerger cette nouvelle sève. Voilà. Et en l'écoutant, face aux contraintes les plus grandes, on peut se dire au fond de moi, qu'est-ce que ça révèle d'important? On va rallumer, si tu veux, un peu ce réverbère, cette essence. Et à partir de là, de se dire, bon, et si ça se passait mieux demain, qu'est-ce que je pourrais faire? On va commencer par des petits pas. Et ça, c'est ce que j'appelle le printemps. Quand on intègre de nouveaux comportements, on décide tout d'un coup de manger différemment, on décide de se lever de manière différente, on décide de s'alimenter de manière différente, voilà, etc. Donc, dans ces nouveaux comportements, eh bien, on intègre des nouvelles habitudes qui vont nous ramener évidemment à de nouveaux paliers. Et c'est ça la croissance. J'entends que la PNL s'appuie sur une philosophie de croissance qui est vraiment belle. Oui, Et est-ce que tu pourrais nous partager vraiment concrètement un outil? Il y a beaucoup de gens dans nos sociétés, là actuellement, avec ce que nous traversons. J'entends ça en tant que naturopathe, thérapeute, qui traversent des crises d'angoisse. Ce que j'entends vraiment beaucoup en ce moment, ce sont les crises d'angoisse, oui. voire les peurs phobiques, tu vois, toutes ces peurs qui remontent, la peur du manque et de perdre un proche. Donc, d'un point de vue concret, est-ce que tu pourrais nous parler d'un outil? Donc, étant maître Pratt en PNL, je connais ces outils, mais toi, Paul, qu'est-ce que tu nous proposerais comme outil et comment ça fonctionne pour nos auditeurs? Alors, bien sûr, avec plaisir. Il y a ce que je vais appeler des outils qui sont des bases, d'accord? Et qui vont traiter des problématiques un peu immédiates et sur lesquelles je vais t'en proposer un. Et puis après, il y a des techniques un peu plus poussées de niveau 2 qui vont demander un peu plus d'apprentissage, puis des techniques qui vont pousser encore au niveau 3, etc. Donc, plus la problématique est forte, plus il va falloir adapter des techniques profondes, OK? Mais tout commence par la base. Parce que même si on est en niveau 3, c'est parce qu'on applique les bases que ça marche en niveau 3. Tu vois, c'est un peu comme un immeuble, l'évolution d'une personne, ça s'appuie sur des bonnes bases. Donc, une bonne base pour des gens qui nous écoutent, par exemple, face aux situations qui sont un peu compliquées, notamment ces sentiments un peu négatifs que tu évoquais tout à l'heure, de peur, d'angoisse, de crainte. Moi, ce que j'invite toujours, c'est à revenir au centre. Et pour ça, juste de se redresser, d'inspirer, de fermer les yeux, inspirer, sourire et dire merci intérieurement. Voilà. Inspirer, sourire et dire merci. Et là, se dire à travers ça, j'inspire, qu'est-ce que je sens de bon pour moi? Voilà. J'inspire, qu'est-ce que je sens ici et maintenant de bon pour moi? À quoi j'aspire dans ma vie? Voilà. Et de recentrer ça. Pourquoi? Parce que on est tellement influencé par le monde extérieur qu'il est bon parfois de revenir, reprendre sa place dans son monde intérieur. C'est bien de vouloir aider le monde extérieur. Il faut commencer par aider le monde intérieur avant d'aller sur le monde extérieur. Et donc, exercice très simple. On peut le faire en voiture, il faut juste pas fermer les yeux, mais c'est juste se redresser, inspirer, sourire et dire merci. Voilà. Et si on a l'occasion de pouvoir fermer les yeux, ça va accroître ce truc-là. Ça, c'est la première étape. Et je te mets au défi d'inspirer, de sourire, de dire merci, faire ça 3, 4 fois et de continuer à déprimer, hein. C'est compliqué. Donc à partir de là, la deuxième chose, c'est de se dire, waouh, qu'est-ce que je vis de difficile actuellement? Et on ne va pas le fuir. Si par exemple je sens qu'il y a une partie de moi qui angoisse, ben, j'écoute cette partie, tu vois, et je mets en mots ce qui est là. Voire même je ressens tiens, qu'est-ce que je ressens exactement? Et c'est quoi ce que je ressens là? D'accord? Et qu'est-ce qui provoque ça? Que faut-il que je me raconte pour ressentir ça? Et là, on va s'apercevoir qu'en arrière-plan, c'est presque du niveau 2, mais il y a des propos que je me tiens, il y a des images que j'entretiens, il y a des choses, et qui ont été
qui se sont automatisés, en fait, mais qui sont en arrière-plan, dont on n'a pas conscience. Et du coup, qui entretiennent ce schéma de je vais pas bien, la vie est dure, je suis fatigué, etc. Tu vois? Être fatigué comme ça à un moment donné, c'est normal, mais je parlais avec une femme là, il y a quelques jours dans un webinaire. Elle me dit, ah, en ce moment, je suis fatigué, quand je rentre chez moi, j'en peux plus. Je lui dis, ça fait combien de jours? Elle me dit, ça fait une semaine. Je dis, attention, tu es en train de probablement te créer un schéma. Parce que si à chaque fois que je rentre chez moi, je suis fatigué, eh ben, mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il associe ce ressenti à cette espèce de moment de relâchement, parce qu'évidemment, elle a beaucoup donné dans la journée. Et du coup, elle finit dans son canapé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Évidemment, elle allume sa télé, ou elle mange du chocolat, ou elle fait des tâches comme ça. Mais son cerveau, qu'est-ce qu'il va faire quand il n'est pas bien? Il va aller chercher à l'extérieur des sources de satisfaction immédiate. Et malheureusement, en faisant des choses qui vont pas être bonnes en général pour sa santé. C'est le début de la victimisation. C'est-à-dire que je vais entraîner des comportements à court terme dans lesquels je vais essayer de satisfaire des besoins immédiats en faisant curieusement des choses qui, à moyen terme et long terme, vont me desservir. Donc, on peut inverser ça en se disant, même quand je suis en train de manger mon chocolat, et me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? Quand je mange ce chocolat, et si au lieu de me m'avaler ou de me goinfrer de la plaquette, je prenais qu'un seul morceau de chocolat, je le laissais fondre derrière, à l'arrière de la gorge, tu vois, et je me remets en éveil de quoi? Des sensations. Qu'est-ce que je vis là? Qu'est-ce que je ressens là? C'est quoi le plaisir que j'ai là-dedans? Qu'est-ce que ça nourrit d'important pour moi? Et en quoi ça m'éclaire sur ce que j'ai besoin de satisfaire davantage dans ma vie? Malheureusement, quand la personne est dans ces fameuses habitudes un peu négatives, elle l'est aussi parce qu'elle s'est coupée de son monde intérieur. Parce que notre éducation nous a donné assez peu de choses pour se recentrer sur nous-mêmes. Et du coup, dès qu'on est en état de stress, on va être beaucoup extérieur et beaucoup moins intérieur. C'est pour ça que la méditation a eu un tel impact sur notre population, en plus portée par quelques leaders qui la mettent beaucoup en avant. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas besoin de méditer 3 heures, hein. C'est juste. Mais la méditation nous reconduit à cet espace intérieur, qui est pour moi la priorité numéro un, quelles que soient les situations. Alors, si je suis là, ici et maintenant, je peux aller écouter justement et mettre des mots sur ces fameux mots, M-A-U-X, mettre des mots MOT sur ces fameux mots, et ensuite de me dire, derrière ça, qu'est-ce que ça révèle d'important? Parce que écouter le mot pour l'évoquer, je me sens déprimé, ok, bon, à partir, qu'est-ce que ça révèle d'important? Ben, si je me sens déprimé, donc j'ai pas d'énergie, etc., ça révèle que j'aspire à en avoir de l'énergie. Si je suis triste, ça probablement qu'il y a quelque chose que j'ai perdu ou quelque chose comme ça, avec quoi j'ai besoin de retrouver du lien, etc., etc. Donc il y a derrière toute frustration le germe d'une satisfaction plus grande. Mais pour ça, il faut que j'aille chercher ce besoin, en fait. Quel est mon besoin? Qu'est-ce qui est important à mes yeux, ici et maintenant? J'inspire et je ressens ça. Et quand on le fait correctement, toutes les personnes que j'ai en séminaire, en quelques mouvements, quelques questions, très vite, ils reconnectent à leur important. Genre, je te dis, bah voilà, tu es un peu déprimé. Je dis, ce serait quoi ton idéal? Ah, je voudrais me retrouver sur une mer, sur une plage magnifique, etc. Mais j'ai pas la chance d'y aller, j'ai pas l'argent d'y aller, etc. Ferme les yeux, inspire et connecte-toi à cet environnement. Ce dont tu rêves, vraiment, cette plage, etc. Ferme les yeux, inspire et dis-moi à quoi ça te connecte de bon. Ah, bah, sentiment de calme, de paix, sentiment de joie peut-être, de gratitude aussi, etc. Parce qu'au fond, c'est ça qui te rend heureux. C'est pas la plage, etc. Tu sais, il y a un truc qui est génial, c'est que quand les gens partent en vacances, tu vas regarder la plupart du temps, ils partent à l'étranger, ah, c'est génial. Ils sont plus heureux avant de partir en vacances qu'une fois qu'ils y sont. En fait, pourquoi? Parce que il y a une stimulation à l'idée d'être sur la plage, d'arriver en avion, de regarder les cocotiers. Alors évidemment que c'est beau, hein. Je suis pas en train de. Moi, je pars à La Réunion dans 2 jours, je suis très content d'y aller. Mais je sais que la réalité, c'est qu'une fois que je suis sur place, ce qui me rendra heureux, c'est pas l'environnement,
C'est ce que je suis en train de vivre à l'intérieur à l'égard de l'environnement. Et je peux être heureux maintenant à l'idée d'aller prendre l'avion, d'y aller, etc. Tiens, je vais te raconter une anecdote. Ce matin, c'est-à-dire ça a fait notre petit décalage, on devait commencer à 10 heures. Il se trouve que demain matin, j'ai rendez-vous à Lyon. Et je sais pas ce que je fais cette nuit, je me couche et je règle mon truc en me disant, ah, il faut que je me lève à 6 heures. Donc à 6 heures, je me lève, je fais tout, je prends ma voiture et je file à Lyon. Et quand j'arrive sur le parking devant mon entreprise, je pense à notre rendez-vous. Je dis, mais attends, 9 heures, c'est à quelle heure qu'on a rendez-vous avec Florence? Et je dis, mais attends, en fait, je me suis décalé, c'est pas aujourd'hui que je vais être à Lyon, c'est demain. Et là, je respire, j'inspire et je souris en fait. Et je me dis, mais c'est incroyable quand même. Et du coup, je me dis, bon, bah, c'est cool, je vais reprendre ma voiture et je vais partir dans l'autre sens. Et à ce moment-là, c'était un jeu pour moi, J-E-J-E-U, d'être dans zéro frustration. Bon, bah, j'ai fait un petit tour jusqu'à Lyon, bah, et puis je le referai demain matin. Voilà. Bref, tout ça pour dire que vivre plus éveillé à l'égard de ce qui se passe à l'intérieur, ça nous transforme complètement dans notre rapport au monde. Et non seulement on se transforme nous, mais on transforme aussi l'impact qu'on a sur les autres. Et c'est ça que je trouve de magnifique à travers ces outils de PNL. C'est probablement pour ces raisons que voilà, j'anime toujours, c'est que je suis émerveillé de voir toute cette diversité de personnes qui se transforment en permanence, que ce soit dès les premiers jours de séminaire ou après, plus en profondeur, quand ils avancent. Personne dont tu fais partie d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, ouais. Eh bien, écoute, je te remercie. Tu as prononcé plusieurs fois dans cet entretien le mot petit pas, enfin l'expression petit pas. Et je sais que tu as créé une application qui tient beaucoup à cœur et qui Mm. s'appelle Petit Pas. Est-ce que tu voudrais bien nous partager en quelques mots qu'est-ce que c'est cette application et si ça peut intéresser certains de nos auditeurs? Alors, absolument. Moi, j'ai formé tellement de professionnels qui ont à cœur de partager leur richesse, que ça va de la santé, comme toi tu le fais d'ailleurs, euh, mais jusqu'aux relations, aux émotions, bon, à la compréhension de l'humain sous tous ses angles. Donc, tout ce qu'on va mettre dans le grand chapeau du développement personnel. Et du coup, j'ai eu envie de réunir, parce que j'ai passé ma vie dans des communautés, de réunir une communauté de passionnés qui puissent, à travers une application, accéder, un peu comme quand on va sur Instagram, que à des publications qui sont en lien avec le développement personnel. Et donc, d'un côté, bah, j'ai des passionnés qui ont pu télécharger, c'est gratuit, hein, n'importe qui nous écoute peut le faire avec son téléphone. C'est Tu nous petit. donneras le lien, je le mettrai en Ouais, dessous. ouais, d'ailleurs, c'est écrit en bas de mon écran, là. Petit avec un S, pas, point. Et puis, si vous allez sur le site, c'est petitpas.io, www.petitpas.io. Il y a tout expliqué. Et puis, de l'autre côté, bah, évidemment, on invite les professionnels. Aujourd'hui, il doit y avoir 3300 personnes à peu près sur l'application sont des membres. On a ouvert ça il y a 2 mois. Ça fait 3 ans que je bosse sur l'application. Et puis, on a tout un ensemble de professionnels qui bah, commencent à arriver sur l'application pour eux partager bah, des tips, hein, c'est-à-dire des conseils sous forme de petites vidéos d'1 minute. Et puis, ils peuvent aussi partager leurs événements, que ce soit d'un webinaire, que ce soit un atelier en ligne, en salle, que ce soit gratuit ou que ce soit payant, une formation qu'ils proposent, etc. Ils peuvent la mettre aussi dans l'agenda. Et du coup, on est un peu comme dans un salon permanent où on a d'abord de l'auto-coaching. Ça, c'est l'application qui nous envoie des petits messages en fonction des domaines dans lesquels on a envie d'évoluer, des petits messages positifs pour nous restimuler tout au long de la journée. On peut choisir le jour, l'heure, etc., et le nombre de jours dans lesquels on a envie de recevoir ces messages. Après, on a les tips et les conseils qui sont donc donnés par des pros qu'on peut consulter dans l'application. Puis enfin, on a un espèce d'agenda partagé dans lequel chacun de ces professionnels nous partage bah, ses prochains événements en ligne, en salle, gratuits ou payants. On peut donc les liker, on peut les partager, on peut s'inscrire dessus. Et voilà, puis après, on a une cartographie qui permet de situer un peu tout le monde, puis un espace personnel. Voilà. Et voilà, c'est ça, petit pas. L'ambition, c'est encore une fois de connecter davantage, d'abord les passionnés aux professionnels, et puis de permettre à ces professionnels, bah, du coup, de bénéficier d'un rayonnement plus large qu'ils ne le font sur les réseaux. Merci. Eh bien, écoutez, on a bien remarqué que Paul Pironnet, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui sait de quoi il parle, c'est un expert dans son domaine. Et eh bien, Paul, au nom de toute notre communauté, je voudrais bien te demander un conseil pour nous tous dans ce monde-là, pour terminer. Bah, le premier, c'est
prendre conscience que la vie, elle est faite d'ombre et de lumière. Et il ne s'agit pas de fuir l'ombre, il s'agit d'accueillir l'ombre pour aller vers plus de lumière. Voilà. Donc, en gros, c'est, quels que soient les instants, de vous dire, waouh, comment je peux faire de ce moment-là un moment magique, un moment beau, un moment riche, un moment, etc. Voilà, que ce soit dans mes interactions avec mes enfants, que ce soit avec un collaborateur ou même dans un conflit. Comment je peux faire de ce moment un beau moment? Merci beaucoup, vraiment. Merci Paul, en mon nom, au nom des personnes qui nous regardent. C'était un vrai plaisir de t'entendre. Eh bien, vous voyez, chers auditeurs, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est vraiment beaucoup de richesse partagée et une incroyable énergie. Tout le monde a pu remarquer l'énergie positive de Paul. Ouais. Sachant Et que je suis à mon 6e jour de jeûne. ah, tu continues à jeûner. Oui, enfin, non, je suis en train de reprendre, donc j'ai pris juste un jus de légumes ce matin, mais voilà. Mais je suis à mon 6e jour. Pour l'instant, je n'ai pas considéré encore que j'avais remangé normalement. Mais je vais aller en montagne là, cet après-midi, tiens, tu vois. Comme quoi, Waouh, il y a une croyance souvent, c'est que bah non, ça apporte beaucoup de bienfaits, le jeûne. Et alors c'est bien. toi-même, je t'en avais parlé avant que je le fasse. Tu m'avais incité fortement à faire ça un jour. Bah voilà, je l'ai refait. Waouh. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Eh bien, moi, j'ai envie de te dire, je suis fière de toi. Merci. Et En tout cas, merci. bravo pour ces petites initiatives, enfin ces interviews que tu fais avec différents grands professionnels. Moi, je trouve ça riche et merci de non seulement de nous mettre en avant, mais aussi de voilà, mettre de l'énergie dans toi aussi dans le fait d'accompagner les gens à vivre mieux, être plus heureux, en passant notamment par leur corps, parce que tu es très spécialisé dans cette dimension corps et Puisque tu nous as parlé du jeûne, eh ben, juste on va terminer par ça, puisque tu sais que cette chaîne est très axée santé aussi, hein. Donc, bah, dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce que tu trouves comme bénéfice? Parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes. Tu sais ce qu'on appelle en PNL les croyances limitantes, oui. qui font que les gens bah, ont très peur de jeûner. Enfin Mm. bon, c'est en pleine PNL, hein, justement. On est en Ah, pleine croyance limitante. Est-ce que tu peux nous partager ça pour finir? C'est tellement intéressant. oui, alors déjà, une première chose, c'est jeûner, c'est bien si vous en avez l'envie d'en faire l'expérience. Et il faut vraiment aborder ça par la stimulation et pas si c'est une contrainte. Voilà. Donc, sinon, les bénéfices, c'est que j'ai envie de dire, les 48 premières heures sont un peu plus difficiles parce qu'on a nos habitudes. Moi, j'arrêtais pas d'aller dans mon frigo et puis après de me rappeler que j'étais en jeûne. Donc voilà, il faut changer un peu cette habitude. Et après, j'ai envie de dire à partir Alors moi, j'ai une santé qui est relativement bonne parce que par principe, je mange bien, je bois bien, je dors bien. Donc je suis assez attentif à ma santé parce que j'ai 60 ans et une activité qui me demande parfois beaucoup d'énergie. Donc j'ai appris à être vigilant là-dessus. Mais pour finir avec le jeûne, c'est que moi, à partir du 3e jour, j'ai retrouvé un regain d'énergie. Et j'ai envie de dire, j'ai presque gagné chaque jour. Alors, je suis allé voir d'ailleurs plus précisément sur ChatGPT quels sont les bénéfices sur 6 jours, hein, du premier jour au 6e jour. Et franchement, je vous laisserai aller le découvrir par vous-même, mais c'est vraiment riche. Et voilà, donc je termine. Là, je pourrais presque continuer, mais je suis plus dans l'idée de reprendre vraiment calmement, comme j'aime dire. Donc aujourd'hui, c'est juste des jus de légumes. Demain, je vais passer à des choses un peu plus solides, mais légèrement par les fruits, par les légumes, etc. Et puis, peu à peu, je vais reprendre mon état, mais je me sens plus léger, je me sens Waouh! d'énergie, je me Je suis sens tellement plus clair dans contente ma que tête. que tu l'aies fait. Tellement contente. Et dis-nous, tu as fait 5 jours de jeûne hydrique alors? Oui, Waouh! Eh bien, les c'est-à-dire, auditeurs, hein, pour être clair j'espère que avec les vous gens, entendez c'est-à-dire, je ne ça. mange pas, mais je bois. Moi, par contre, là, Ouais. mon Oui, corps, c'est mais très important de l'hydrater, hein. c'est ce qu'on avait partagé donc pendant un certain temps, c'est le jeûne hydrique, c'est ce que je Absolument. conseille toujours, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je ne sais que parce que j'ai 30 ans d'expérience du jeûne, donc évidemment, ça fait pas pareil, hein. Ouais. Ouais. Bon, bah écoute, doublement positif cet entretien. Merci, merci, merci. Tu De reviens même. sur cette chaîne quand tu veux. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Et eh bien, bravo. Et j'espère que tu auras plein de pouces dans la communauté bah, pour ce que tu nous as partagé, ça c'est certain, mais aussi pour tes 5 jours de jeûne hydrique. Yes! Yes. Et puis, on se revoit bientôt, je crois qu'on se croise au mois d'octobre, non? Je ne sais plus.
Ouais, Ouais, écoute, je je sais sais plus. pas. Enfin, Moi, bon, c'est bref. la En tout rentrée. cas, merci beaucoup Merci, euh, et bravo encore pour tout ce que tu fais. merci, merci, Bonne Paul. journée. Bonne journée.